Une production Binge Audio, évidemment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Chaud Dedans. Vous avez vu qu'on va parler aujourd'hui de musculation. Alors, pas la muscu pour faire son summer body, mais la muscu qui est essentielle à notre bonne santé. Vous ne connaissez sans doute pas le terme de sarcopénie, un drôle de nom qui veut dire la fonte des muscles. Et ça commence dès 40 ans et ça s'accélère avec la périménopause. Alors, ça vous est peut-être égal de perdre des muscles. Oui, sauf qu'ils sont importants pour notre santé, notamment notre santé osseuse, nos articulations et aussi notre posture, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il faut se mettre ou se remettre à la musculation pour celles qui ne sont pas fans? Mon invitée du jour, Alexia Cornu, nous y encourage vivement. Et si, comme moi, la perspective d'aller en salle vous saoule un peu, eh bien, elle va nous dire comment faire des exercices très simples à la maison. Et il sera aussi question beaucoup du périnée qu'il s'agit aussi de garder musclé pour éviter le petit accident quand on éternue. Je suis sûre que vous voyez très bien ce que je veux dire. Bonjour Alexia. Bonjour. Tu viens de sortir un livre, Je me mets à la musculation, aux éditions Larousse, donc qui contient énormément de conseils, et notamment à suivre à la maison. Mais avant tout, ce que tu nous dis, et qui est très important, c'est il n'y a pas d'âge pour se mettre à la muscu. Oui, exactement. Il n'y a vraiment pas d'âge pour se mettre à la musculation parce que notre corps, il a cette capacité à pouvoir créer du muscle à tout âge. Et même après la ménopause, on a toujours des sécrétions de testostérone dans notre corps et on a toujours la capacité, si on fait les bons exercices, de pouvoir augmenter notre masse musculaire. Et alors, si on fait déjà du sport, toi tu dis c'est bien, mais ça suffit pas. Par exemple, moi je fais du pilates, du yoga, mais il faut quand même que je fasse du renforcement musculaire. Oui, et encore, pilates, yoga, tu fais pas les sports qui sont les moins efficaces pour maintenir. Il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui font de la course à pied, de la randonnée, du vélo, de la natation. Et là, pour le coup, quand on est sur des sports cardio et d'endurance, on maintient absolument pas sa masse musculaire. En tout cas, pas suffisamment pour lutter contre ce qu'on perd chaque année. Donc, il va falloir faire des exercices qui vont mettre le muscle dans la contrainte. Et pour le yoga et le pilates, ça va dépendre de quelle pratique tu vas avoir. Parce que si tu mets ton muscle dans la contrainte, c'est-à-dire que tu le fatigues suffisamment pour venir le titiller, qu'il ait besoin de s'adapter, tu vas le conserver. Mais si tu es tout le temps dans une zone de confort qui va faire qu'il n'a pas besoin de s'adapter parce qu'il n'est pas contraint suffisamment, dans ce cas-là, tu vas en perdre. Et alors, pourquoi est-ce que le muscle est si important ? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un organe métabolique, donc qui est responsable de l'équilibre au niveau énergétique. À la fois, ça permet de garder de l'énergie au quotidien. Donc, quand on est fatigué, par exemple, le fait de faire une séance de sport où on va stimuler correctement le muscle sans aller non plus trop dans une fatigue importante comme du cardio, ça va permettre de gagner en énergie. Aussi, le muscle, il consomme de l'énergie au quotidien. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui comprennent pas parce qu'elles me disent « mais je fais du sport pareil, je mange pareil, mais je stocke quand même plus de gras. » Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, le muscle est responsable d'une grande partie de nos dépenses caloriques au quotidien, même au repos, même sans faire de sport. Donc quand on en perd, du coup, on consomme moins de calories au quotidien et donc on stocke davantage. Donc déjà, pour ne serait-ce que stabiliser son poids, c'est intéressant, mais aussi pour éviter des maladies. Par exemple, on sait que la résistance à l'insuline change quand on arrive en périménopause et le muscle, en fait, a des petits capteurs d'insuline qui permet, quand on mange un peu plus sucré, de pouvoir capter cette insuline et donc récupérer le glucose, le glycogène, et le stocker dans les muscles, ce qui évite du coup d'avoir des risques de diabète. Ah ouais. Donc c'est bien aussi pour pouvoir modérer et réguler sa glycémie. Ouais. Et puis ce qui est important et qu'on ne sait pas forcément, c'est que il est aussi essentiel à la santé de nos os. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? En fait, les os, c'est comme les muscles. Pour qu'ils s'entretiennent avec l'âge, il faut qu'ils soient soumis à de la contrainte. Quand on fait du renforcement musculaire, on vient exercer de la pression sur les muscles qui doivent s'adapter du coup et donc se contracter pour lutter contre les contraintes qu'on leur met. Et ça rajoute de la contrainte également pour les os. Le fait d'avoir ces micro-impacts et ces micro-contraintes osseuses permettent de maintenir une densité osseuse. Ah oui. Et donc la sarcopénie, qui est une perte de densité musculaire, plus l'ostéoporose, qui est une perte de densité osseuse, sont du coup beaucoup moins à risque si on fait du renforcement musculaire. Effectivement, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer, encore une fois, ce qui se passe dans le corps à la péri et à la ménopause? Ouais. Donc à la périménopause, on va avoir des diminutions progressives de nos oestrogènes et de notre progestérone, et en fait qui est liée à une diminution de nos stocks de follicules.
Et en fait, le corps va s'adapter à ça parce qu'il est en adaptation permanente. Et donc, pour contrebalancer le fait qu'il y a de moins en moins de follicules, il va booster les hormones. Donc, en fait, c'est pas juste une simple diminution progressive de nos hormones sexuelles. C'est une sorte de capharnaüm avec des montagnes russes, parce que nos hormones essayent de s'adapter à la diminution de nos follicules. Et donc, du coup, on a des variations hormonales qui sont importantes, qui vont engendrer des symptômes comme les bouffées de chaleur qui sont connues, mais aussi le brouillard cérébral, qui vont augmenter la fonte musculaire qui a déjà commencé avant, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais qui s'accélère avec la chute également de nos hormones sexuelles. Et les muscles, qui sont aussi des organes qui stabilisent le système endocrinien, vont permettre, grâce aux myokines, des petites molécules qui sécrètent quand le muscle s'active, de pouvoir réguler ces variations hormonales. Donc le muscle, quand il est activé à cette période-là, permet de lisser les montagnes russes. D'accord. Et donc d'avoir beaucoup moins de montagnes russes. Donc ça aide énormément à stabiliser autant sur le plan mental et cérébral que sur le plan physique, les symptômes qu'on va avoir. Et c'est pour ça qu'on dit il faut absolument maintenir une activité physique dès la périménopause. Surtout une activité de renforcement musculaire. Ouais. Donc c'est sûr que des femmes qui font pas du tout de sport, je vais les orienter d'abord sur de la marche, du yoga, du pilates, mais vu que c'est pas suffisant avec le temps. Ensuite, va falloir aller davantage sur du travail de renforcement musculaire, au poids du corps dans un premier temps, puis ensuite avec des élastiques, des haltères, pour contraindre suffisamment le muscle pour qu'il progresse. Il y a aussi dans le côté, je fais de la muscu, un truc un peu badass. Je trouve ça assez cool d'être puissant, d'avoir des muscles, etc. Après, il y a certaines femmes qui vont me dire ah mais si je fais de la muscu, je vais devenir musclore, ça va pas être beau. Ouais. Comment on fait pour que ça ne se produise pas? Alors ça ne se produit pas, mais en fait l'amalgame qui est fait, c'est qu'on a l'impression quand on se remet à la musculation de gonfler, sauf que les gonflements qui sont ressentis ne sont pas liés gonfler, tu veux dire, aux muscles. Des muscles? Oui, ouais, non. Des bras, en fait, non, tu te sens plus à l'étroit dans tes vêtements. C'est-à-dire que si tu te remets à la musculation, tu vas sentir que tu es un peu plus serré au niveau de tes muscles. Et c'est vrai qu'ils gonflent un peu, mais c'est pas les muscles qui gonflent. En fait, quand tu remets de la contrainte sur tes muscles, ils vont augmenter leur capacité de rétention énergétique. Ça veut dire qu'ils vont augmenter leur capacité à stocker du glycogène musculaire. Cette augmentation du stock du glycogène musculaire s'accompagne d'une augmentation de rétention d'eau. D'accord. De plus, quand tu te remets à la musculation, tu génères des petites inflammations qui s'appellent des courbatures. Et ces inflammations s'accompagnent de rétention d'eau également. Donc, il est vrai que quand tu te remets à la musculation, pendant les 3-4 premières semaines, tu peux avoir cette sensation d'être un peu plus gonflé, mais c'est de l'eau, ce n'est pas tes muscles. Ok, et ça dure pas. Et ça dure pas. tu nous rassures. Donc, pour vraiment augmenter sa masse musculaire et être bodybuildé, c'est très difficile. Ça demande des efforts très intenses, très réguliers. Ça demande des prises alimentaires de protéines plusieurs fois par jour, pas 3-4 fois, mais 7 fois. Donc, si vraiment on veut faire de l'haltérophilie et être bodybuildé, c'est très, très, très difficile. Ouais. Une femme qui va manger 3 à 4 repas par jour, qui va faire de la musculation, même 3 fois par semaine, ne va pas être bodybuildée. Il faudrait qu'elle fasse 2 séances par jour, manger des protéines 7 fois par jour. Mais bon, c'est bien de le préciser, parce qu'on n'a pas forcément envie de devenir Arnold Schwarzenegger. Et c'est quasiment... Mais ça se produira pas. C'est très difficile, en fait. Parce que tu dis aussi un truc intéressant, on s'en souvient pas toujours, mais on a de la testostérone dans le corps féminin. Alors, on a un taux de testostérone qui est trop faible, ça c'est ce que tu expliques, pour justement qu'on devienne des gros musclores, etc. Donc on est rassuré. Tu dis aussi un truc hyper intéressant dans ton bouquin, c'est que contrairement aux oestrogènes et à la progestérone, la testostérone et la DHEA ne diminuent que très légèrement à la ménopause. Ça veut dire, et je te cite toujours, que contrairement aux idées reçues, on peut continuer à se muscler efficacement après la ménopause grâce à la testostérone qui persiste dans l'organisme, à condition de stimuler régulièrement donc les muscles. D'où ton propos. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et il faut vraiment que les personnes aient cette notion-là. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à augmenter notre masse musculaire, il nous faut mettre le muscle dans la contrainte. Donc ça se fait uniquement si on fatigue suffisamment le muscle. Il faut qu'on ait de la testostérone, et ça, on continue d'en sécréter. Parce qu'en fait, la diminution de testostérone, elle commence dès 30 ans. Mais elle est progressive chez la femme. Très progressive. Très progressive. Ouais. Donc, on continue d'en sécréter, donc on peut toujours faire du muscle. Et il faut apporter absolument des acides aminés via des protéines, qui peut se faire uniquement via l'alimentation. Ouais. Et donc, la recette pour faire du muscle, ou maintenir sa masse musculaire, c'est mettre le muscle dans la contrainte. Les sécrétions de testostérone, elles sont là. Augmenter les apports en protéines
Ça, on va y revenir, Alexia. Simplement, pour dire à quel point c'est important, je suis ton profil Instagram. Tu disais récemment que tu avais fait une chute à ski et que si tu n'avais pas cet entraînement physique régulier, tu aurais certainement eu un truc beaucoup plus grave. Oui, complètement. Vraiment, la raison pour laquelle je fais ce métier-là, c'est vraiment dans un objectif de prévention et de longévité. Donc en fait, les bikini body, etc., moi je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est que les femmes que j'accompagne, elles soient en bonne santé longtemps. Et je montre l'exemple sur moi, en fait, que quand effectivement je fais une mauvaise chute à ski, que j'aurais pu vraiment avoir un genou et être immobilisée pendant plusieurs semaines, le fait d'avoir une bonne masse musculaire, en fait, m'a permis de limiter énormément les dégâts et de préserver du coup mes articulations. Et c'est clé. On a mal aux articulations quand on vieillit parce qu'on se déconditionne, on perd de la masse musculaire. Les douleurs articulaires, les tendinites, les capsulites et toutes ces... Capsulite, c'est l'épaule. Ces inflammations importantes de l'épaule. Toutes ces inflammations et ces douleurs articulaires viennent parce qu'on perd de la masse musculaire. Et avoir un discours de dire « attention, ne faites plus rien, arrêtez de bouger » alors que c'est la raison pour laquelle on est blessé. Non, mais ça, oui, ça on sait maintenant qu'il faut privilégier le mouvement, même s'il faut faire attention. Toi, tu es en âge d'être périménopausée ? Je vais sûrement bientôt commencer à être en périménopause, oui. T'as quel âge 37. 37, oui, donc c'est encore... Tu peux commencer à sentir les symptômes avec des copines, tu vois, on commence... Parce que moi, je fais beaucoup d'observations du cycle. Et donc, du coup, quand on prête attention et qu'on connaît les symptômes, du coup, on prête plus attention. Et c'est vrai que les dérèglements du cycle, ils peuvent arriver bien avant la ménopause. Alors, tu disais, je crois 2-3 fois par semaine, c'est déjà la base pour bien s'entretenir. C'est quoi la routine que tu conseilles ? La routine que je conseille, c'est dans un premier temps de faire de la mobilité, donc c'est-à-dire du travail d'assouplissement et d'étirement actif quotidiennement, parce qu'on se raidit énormément avec l'âge et encore plus avec la diminution des oestrogènes. Donc c'est très important de maintenir du travail d'assouplissement dynamique. Comme ça, on fait travailler le muscle en même temps. Donc ça, je recommande 10 minutes par jour. Et ensuite, pour la musculation... C'est assez peu, en fait. Oui, ça suffit. 10 minutes par jour, c'est le minimum pour s'entretenir de mobilité. Ensuite, je recommande pour la musculation 60 minutes par semaine minimum. Donc ça peut être 10 minutes par jour, ça peut être 20 minutes 3 fois par semaine, ça peut être 30 minutes 2 fois par semaine, mais d'essayer d'avoir un quota de 60 minutes de musculation. Et je rappelle que la musculation, c'est mettre le muscle suffisamment dans la contrainte pour qu'il se fatigue. Sinon, il n'y a pas d'adaptation. Et puis, je recommande aussi de bouger 30 minutes par jour parce qu'on peut aller à la salle et faire 60 minutes de musculation par semaine et être sédentaire. Donc, c'est vraiment... C'est ça. D'y aller en voiture, par exemple. En fait, c'est ça. Moi, j'ai des personnes qui font même des fois 3 fois 1 heure de gym par semaine, mais elles sont sédentaires parce qu'elles sont 8 heures assises par jour. Donc, et en fait, les deux sont importants. Il y a l'activité sportive et l'activité physique. L'activité physique, c'est vraiment de lutter contre la sédentarité et d'activer son corps, de l'utiliser au moins 30 minutes par jour. Et ensuite, il y a l'activité sportive où là, la musculation est extrêmement importante pour lutter contre la diminution naturelle de notre masse musculaire. Et d'accompagner ça de 10 minutes de mobilité et d'étirement par jour pour maintenir de l'amplitude articulaire et une capacité à bouger. Parce que faire de la musculation, si on n'est pas capable de se mettre accroupi, quel est l'objectif in fine, tu vois, si tu peux pas t'asseoir et te remettre debout sans utiliser tes mains, t'as beau être musclé, au quotidien, tu vas être gêné. Alors c'est vrai, quand on pense muscu, on pense aux haltères, les grosses haltères, là. Est-ce que on peut faire ça avec du matériel plus léger, plus simple ? Au poids du corps, déjà. Il y a tout ce qui est musculation calisthénique, j'en parle dans le livre, mais c'est du renforcement musculaire au poids du corps. C'est mettre son muscle dans la contrainte. Par exemple, quand tu fais un gainage, ton muscle, il se fatigue, tu trembles, tu peux pas tenir pendant des heures en gainage. Et t'as pas de poids. Et t'as pas de poids, en fait, t'es au poids du corps. Les pompes, c'est au poids du corps et ça marche très bien pour muscler. Donc, t'es pas forcément obligé d'utiliser des haltères. Maintenant, c'est plus facile pour maintenir son muscle d'avoir de la diversité dans l'entraînement. Parce que plus t'as de la diversité, plus ton corps a besoin de s'adapter, donc plus c'est facile de progresser. Donc moi, je recommande de commencer au poids du corps et ensuite de se diriger vers des élastiques pour mettre le muscle dans la contrainte avec de la résistance et de travailler aussi en parallèle avec des haltères pour pouvoir varier les mouvements et recruter plus de fibres musculaires.
Alors moi j'ai une flemme monumentale, je te fais cette confection d'aller à la salle. Est-ce qu'on peut faire à la maison? Apparemment, de ce que tu en dis, c'est oui. Tous les exercices du livre, c'est à la maison. Ouais. Donc c'est avec une chaise, au poids du corps, avec des petites haltères, des laisses, des élastiques. On peut vraiment muscler son corps. Moi je vais pas en salle de gym, je travaille à la maison. Ah ouais. Donc, mais avec Après, il faut la motivation à la maison. Faut juste. Est-ce que tu as une astuce pour encourager, tu vois, les femmes à le faire 3 fois par semaine, parce que parfois on a un peu la flemme, on se laisse un peu dépasser par le quotidien. Ouais. Prendre rendez-vous avec soi-même, ça aide bien. C'est-à-dire que tu bloques vraiment dans l'agenda tes créneaux de sport et tu les respectes comme les rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, etc. On a tendance, quand c'est pour les autres, à bien noter dans l'agenda. Quand c'est pour nous, c'est le premier truc qui saute. Donc, ce qui peut aider, c'est de le faire le matin. Le matin. Parce que quand tu l'as fait le matin, au moins, c'est plus à faire. Et même si tu as des imprévus dans ta journée, tu sais que tu as au moins pris ton temps le matin pour toi. Et après, pour aider ça, en fait, moi, ce que je dis aux filles que j'accompagne, c'est de choisir la séance la veille, que ce soit dans le livre, que ce soit sur la plateforme, mais de vraiment sélectionner la séance qu'on va faire la veille, de sortir la tenue, de sortir le tapis, de sortir les accessoires. Et en fait, tu te réveilles, tout est là, quoi. Et de pas se poser la question, en fait. D'avoir tout mis en place pour que t'aies pas de charge mentale, que t'aies pas, en fait, la possibilité de te dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, en fait. Non, voilà. C'est juste là. Donc après, plus d'excuses. Oui, c'est un peu ça. C'est ça, mais de choisir des séances qui sont à notre niveau. Parce que c'est normal aussi quand tu choisis des séances, parce que t'as été tellement éduqué au no pain, no gain. Si je souffre pas, ça marche pas. Si j'ai pas mal, j'aurai pas de résultat. Ce qui est des idées reçues. Et ce qui est faux. Mais en fait, c'est tellement ancré dans la conscience des femmes qu'il faut souffrir, sinon elles n'auront pas de résultat, que forcément, le matin, tu te réveilles, t'es en PLS, t'as mal dormi, flemme. Tu vois ? Ouais. Alors que si tu te dis, mais en fait, ma séance, ça va être cool, parce que ça va être un temps pour moi, je vais prendre le temps de respirer, de m'étirer, je vais faire des exercices de musculation, mais je vais pas être au bout de ma vie, t'envoies un signal très positif à ton cerveau. Carrément. À la fin de la séance, tu te sens mieux qu'au début et le lendemain, tu y retournes. On se pose souvent la question, Alexia, est-ce qu'il faut faire du cardio ? Est-ce qu'il faut solliciter le cœur après 45 ans ? Et est-ce qu'il faut privilégier le cardio ou la muscu ? Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Alors, oui, il faut s'occuper de son cœur parce que notre cœur est, surtout en tant que femme, protégé énormément tout au long de notre vie par nos oestrogènes. Donc, quand on a une diminution des oestrogènes, notre système cardiovasculaire, il est beaucoup plus à risque. Donc, évidemment, on doit prendre soin de notre cœur. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'aller courir 45 minutes pour prendre soin de notre cœur ? Non. Okay. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de son cœur au quotidien quand on n'aime pas, par exemple, faire du cardio ? On va prendre les escaliers systématiquement au lieu de prendre l'ascenseur ou de prendre les élévateurs. On va essayer au quotidien d'utiliser notre corps, de bouger pour déjà l'entretenir. Et dans les séances de musculation, il y a la possibilité de faire du cardio en même temps. Par exemple, moi, quand je fais des séances de jambes, vu que les muscles des jambes sont très gourmands en énergie parce qu'ils ont beaucoup de fibres musculaires, eh bien, du coup, je vais augmenter mon cardio. Donc, on peut faire travailler son cardio par petites touches sans forcément avoir des séances trop intenses niveau cardio. Surtout que quand on est en périménopause et en ménopause, notre corps est beaucoup plus sensible au stress et au cortisol. Ouais, carrément. Et donc, quand on fait des séances de cardio intenses à cette période-là de notre vie, en fait, on stresse davantage notre organisme, donc on va avoir davantage de symptômes. Donc, c'est pas une bonne idée de faire beaucoup de cardio quand on est en périménopause et ménopause. Je dis pas qu'il faut pas en faire du tout, mais le cardio qu'on peut faire dans une séance de muscu, ou quand on va marcher, ou quand on monte des escaliers, quitte à les monter 2 par 2, c'est suffisant. Ah ouais, ça c'est hyper intéressant. Et par contre, il faut absolument faire du renforcement musculaire. Parce que en faisant du renforcement musculaire, gainage, squat, on fait des pompes, en fait, vraiment on prend soin de notre muscle. Et tu dis aussi, quand on est en surpoids, vaut mieux faire de la muscu que du cardio. Évidemment. Idem quand on est en fatigue chronique. Quand on est très fatigué, quand on est en période de changement hormonal, postpartum, périménopause, au début de la ménopause, quand on est en surpoids, en fait, quand on a déjà des facteurs qui stressent notre organisme, parce qu'on dort mal, parce qu'on est très stressé, parce qu'on est en surpoids, parce qu'on a des bouleversements hormonaux, c'est pas une bonne idée de rajouter trop de contraintes cardio, parce que ça stresse trop notre corps, qui ne peut pas gérer autant de stress parce qu'il est déjà en fait beaucoup trop chargé. Donc il va pas gérer la suradaptation comme il faut, il va stocker davantage de graisse, il va être très très fatigué, on va mettre beaucoup trop de temps à se remettre de notre séance de sport. Alors que si on fait une séance plus douce, plus ciblée, plus efficace en muscu, on va générer de l'énergie là où en cardio en fait on en perd.
Et alors, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, au-delà de se muscler, qu'est-ce qu'on adopte comme comportement alimentaire pour éviter cette fameuse sarcopénie qui est décidément rigolo. C'est quoi la bonne hygiène alimentaire? Il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est que si on est en déficit calorique, notre corps, à aucun moment, il va se dire que c'est une bonne idée d'augmenter sa masse musculaire. Parce que notre masse musculaire, elle consomme plus d'énergie que notre masse grasse. Or, notre masse grasse, ce sont des réserves d'énergie. Ouais. Un corps qui est fatigué, qui est stressé, qui est en déficit calorique, ne fera pas de muscles. Parce qu'il est en mode survie. D'accord, donc ça va contre l'idée de... Contre tout ce qu'on entend tout le temps, de faire des régimes. Il faut faire attention à ce qu'on mange, la quantité et tout. Je fais manger davantage les femmes que j'accompagne. Elles sont en déficit calorique. En déficit calorique, on ne peut pas augmenter notre métabolisme. Plus tu diminues les apports de l'extérieur, donc ta nutrition, plus tu diminues tes apports énergétiques, plus ton corps s'adapte. Notre corps s'adapte en permanence. Quand on lui donne moins de calories que ce dont il a besoin, il se dit « Ok, j'ai moins que ce dont j'ai besoin, donc je vais baisser mes besoins ». Qu'est-ce que fait le corps pour baisser ses besoins? Il perd de la masse musculaire, parce que c'est le muscle qui consomme le plus d'énergie. Donc, plus tu fais un déficit calorique, plus tu perds du muscle. Plus tu perds du muscle, plus tu stockes du gras. Plus tu as mal aux articulations parce qu'elles sont plus soutenues par ton muscle. Ah ouais. Et plus ton organisme il est stressé et inflammé parce que le muscle régule l'inflammation. Donc, tu as des douleurs partout. Donc, tu stockes du gras. Mais il faut pas manger n'importe quoi. Non, j'ai pas dit qu'il fallait... Non, toi, mais tu cibles en fait, il faut manger plus, les protéines, par exemple. Donc, il faut manger plus de protéines. Il faut manger plus de glucides complexes. Mais c'est essentiel de ne pas être en déficit calorique. Il faut manger ce dont notre corps a besoin et manger des aliments de bonne qualité, parce que c'est en mangeant des aliments comme les protéines et les glucides complexes de bonne qualité, avec évidemment toujours les légumes, etc., parce qu'il en faut dans chaque assiette. Mais si tu manges pas suffisamment de macronutriments, donc glucides, lipides et protéines, tu vas pas donner à ton corps l'énergie ni les outils dont il a besoin pour construire de la masse musculaire, donc il va pas la développer et donc tu vas pas réussir à la maintenir. Et j'ai beaucoup de femmes qui font du sport mais qui perdent du muscle parce qu'elles mangent pas suffisamment de protéines, elles mangent pas suffisamment de glucides complexes. Ouais, écoute, c'est bien entendu. Et dans le livre, tu dis il faut à peu près 110 grammes de protéines par jour pour une femme en péri et en ménopause, qui pèse 62 kilos. J'ai noté la référence. Entre 90 et 120 grammes pour une femme. Mais attends, alors un filet de poulet ou un filet de poisson, tu dis que c'est 20 grammes. Oui. Donc disons qu'il y a un sacré gap après à remplir. Donc essayez d'être à 30 grammes par repas. Comme ça, si tu fais 3 repas par jour, tu arrives à 90. Et quand tu te fais une collation, tu essayes de te faire une collation qui contient des protéines. Comme ça, tu te rapproches des 100, 120 grammes par jour. Ouais. Et pour arriver effectivement à 30 grammes par repas, si tu as un seul apport en protéines par repas, tu vas pas y arriver. Avec un œuf qui prend 6 grammes de protéines, avec du poulet, une escalope qui te prend 20 grammes de protéines, pour être à 30 grammes par repas, si tu n'as qu'une seule source de protéines, c'est compliqué. Donc moi, ce que je recommande, c'est de varier les sources de protéines. Le matin, par exemple, tu peux te faire une omelette avec 2 œufs, ou tu peux te faire 2 œufs à la coque, etc. Avec, tu vas te prendre, par exemple, du pain qui va être riche en fibres et riche en protéines parce qu'il va contenir des noix, des amandes, des graines. Tu vas à côté te faire par exemple un petit chia pudding ou manger quelques noix, quelques amandes. Et en fait, c'est le cumul de diverses sources de protéines qui vont te permettre d'atteindre les 30 grammes par repas. D'accord. Alors donc, ce que j'entends là de ce que tu nous dis, c'est que faire des jeûnes après 45 ans... Ah, surtout pas, ça stresse l'organisme. Ça stresse ton organisme. Ça diminue tes apports alimentaires. C'est très à la mode, hein. Je sais. Ouais. Mais en fait, c'est très à la mode de faire souffrir les femmes. Donc, c'est pas faux. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment, en fait, c'est des aberrations pas possibles. Tu crois pas au truc de reset l'organisme. Le jeûne intermittent, si, c'est très bien. Mais en fait, pour une femme, et surtout à cette période-là, faut pas que ça dépasse 12 à 14 heures. Et uniquement si elle dort bien, si elle mange suffisamment sur les autres repas de la journée, et si elle n'a pas un stress chronique plus, en fait. Mais faire du jeûne, quand on est déjà stressé, on oublie. Si on dort bien, qu'on n'est pas stressé et qu'on mange suffisamment sur les autres repas, ok. Mais déjà que c'est super dur d'atteindre 120 grammes de protéines avec 4 repas par jour, si tu passes à 2, c'est impossible, en fait. Je comprends. C'est intéressant, ce que tu nous dis, ça va un peu contre certaines tendances et modes du moment, mais c'est vrai qu'il faut se méfier des modes. Ouais. Tiens, en parlant de mode, moi je vois énormément de pubs passer sur les réseaux sociaux sur la créatine. Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors oui, on en a déjà naturellement dans notre corps. Donc ça sert, on n'a rien dans notre corps qui ne sert pas. La créatine, on en a naturellement dans notre corps, au niveau de nos muscles, au niveau de notre cerveau. Ça permet en fait d'avoir une meilleure synthèse au niveau énergétique. Ouais. Donc en fait, les protéines,
C'est deux choses séparées. Parce que souvent, vu que c'est souvent les bodybuilders qui en consomment, on a tendance à associer protéines, créatine. C'est deux choses séparées. Les protéines vont apporter les briques pour construire ton muscle. La créatine va aider à récupérer plus vite au niveau énergétique. Ouais. Donc, mais est-ce qu'il faut se supplémenter? Pas forcément. Pas forcément. Après, ça peut être intéressant, mais en fait, clairement, c'est pas miracle. Donc, pour quelqu'un qui s'entraîne et qui va aider un petit peu avec de la créatine en microdose dans la récupération pour récupérer au niveau énergétique, ça va aider. Ça remplace pas tes glucides, ça remplace pas tes protéines, donc ça remplace pas tes apports nutritionnels. Ce que tu trouves dans ton alimentation, voilà. en fait. Ouais. En fait, ça va aider au niveau de la synthèse de l'ATP. Donc, c'est vraiment... C'est quoi l'ATP? L'ATP, c'est de l'adénosine triphosphate. C'est ce qui va permettre, en fait, à ton corps de pouvoir se régénérer plus facilement en termes énergétiques. Voilà. Donc, la créatine vient soutenir ça. Donc, ça permet de récupérer plus vite. C'est pour ça que les sportifs en consomment en récupération pour récupérer plus vite, pour s'entraîner davantage. Maintenant, si tu prends de la créatine, que tu manges pas tes protéines et que tu fais pas ta musculation... Ça sert à rien. Sur le cerveau, ça va aider un peu parce que ça aide aussi au niveau du cerveau à récupérer un peu. Mais si tu dors pas, ce sera pas miracle non plus. Donc, c'est un complément alimentaire de soutien. Moi, dans ma méthode et dans mon approche, surtout sur la longévité, sur la santé de la femme, je m'intéresse en fait à la base de la pyramide. Dans la base de la pyramide, il n'y a pas les compléments alimentaires qui sont dans le top de la pyramide parce que c'est vraiment tout ce qui est compléments alimentaires, etc. Ça vient optimiser. Pour moi, optimiser quand t'as pas les fondations, c'est pas le plus intéressant. Donc, effectivement, la créatine vient dans cette optimisation, là où les protéines et l'alimentation viennent dans la fondation. Il y a aussi autre chose, Alexia. À nos âges, le périnée, c'est aussi évidemment fondamental. Et on le renforce pas toujours de la bonne façon. C'est-à-dire que faire des abdos comme une brute, c'est pas forcément la bonne façon. Ça peut même faire du mal. Toi, tu recommandes un truc, j'ai noté, la méthode du zip. Explique-nous ce que c'est le zip. Ouais. Alors, le périnée, c'est le muscle qui soutient notre posture. D'accord? Il travaille en synergie avec ton diaphragme et tes abdominaux profonds. Donc, si tu veux prendre soin de ton périnée, ça va se jouer au niveau de ta respiration, au niveau de ta posture et au niveau de la gestion de tes pressions abdominales. Le zip, c'est un exercice pour t'aider à gérer les pressions abdominales. Donc, pour le pratiquer, tu te mets en autograndissement, en appui sur tes ischions, les deux petits os que tu as en dessous des fesses, et tu vas imaginer une fermeture éclair qui part du pubis, qui remonte vers le nombril. Je le fais en même temps. Et tu remontes. Voilà, et tu remontes, mais tu remontes doucement, parce que si tu remontes vite, tu vas contracter surtout les muscles superficiels de ton abdomen. Or, quand tu veux protéger ton périnée, tu veux contracter les muscles profonds. Les muscles profonds, ils sont plus difficiles à sentir, et pour les engager, il faut y aller plus progressivement. Donc, en autograndissement, en même temps que tu expires, parce que c'est synchronisé avec le diaphragme. Quand tu expires, le périnée va remonter naturellement parce qu'il suit le mouvement du diaphragme. Et donc, du coup, sur cette expiration, tu vas venir plaquer doucement ton bas-ventre en imaginant que tu as un jean qui est trop serré et que tu veux rentrer tout doucement le bas du ventre pour arriver à le fermer. Et tu le fais surtout en dessous du nombril. Et ça, ce zip, c'est une méthode donc, que tu peux pratiquer pour renforcer tes abdominaux profonds, mais ça va te permettre de protéger ton périnée quand tu tousses, quand tu éternues et quand tu fais des abdominaux. Donc, quand tu fais des abdominaux, il faut toujours, pendant la contraction, avoir ce zip, donc engager du bas vers le haut, en plaquant le ventre. Et si à tout moment, ton ventre ressort ou que tu sens que tu n'arrives plus à maintenir le bas du ventre engagé, ça veut dire que les abdominaux sont trop importants en termes de difficulté. Ils mettent trop de pression sur ton abdomen que ce que tu es capable de soutenir. Il faut tout de suite arrêter. Il n'y a aucun intérêt à faire des abdos si ton ventre ressort. Il n'y a aucun intérêt à faire des abdos si tu n'arrives pas à faire ton zip. Tant que tu ne maîtrises pas ton zip, il ne faut pas faire d'abdos. En fait, il faut d'abord maîtriser l'engagement du transverse et faire des abdos par-dessus. Sinon, t'appuies sur ton périnée, tu pousses. C'est effectivement la base qu'on nous apprend au Pilates. Mais il y a aussi un autre truc très important, c'est qu'il ne faut pas le faire toute la journée. Non. Surtout pas même. Et en fait, la contraction du périnée, elle doit être automatique. Quand tu as une bonne posture, que tu as une bonne synchronisation entre ton diaphragme, tes abdominaux profonds et ton périnée, il s'active tout seul. Quand il n'est plus actif tout seul, c'est-à-dire que quand tu as une toux, un éternuement, que tu fais des exercices et que tu as l'incontinence, ça veut dire que tu as perdu cette synchronicité. Ça ne veut pas forcément dire que ton périnée, il n'est pas assez fort. Parce que j'ai des femmes qui ont un périnée qui est trop tonique. C'est-à-dire qu'à force de le contracter tout le temps, il a plus d'élasticité. Et quand il est tout le temps tendu, et quand il est tout le temps tendu, le moment où il doit se contracter fort, il n'y arrive pas. Parce qu'il est tout le temps tendu. Donc pour qu'il soit fonctionnel, ton périnée, il faut qu'il soit tonique et fort, mais il faut aussi qu'il soit élastique et relâché pour se contracter au bon moment. On espère qu'on ne vous a pas perdu là, mais c'est vrai que s'il n'a pas cet équilibre, ça ne marche pas.
quand on fait de la rééducation du périnée, notamment après des accouchements, c'est vrai que, par exemple, il y a des sages-femmes qui disent dès que vous y pensez, serrez votre périnée, tout ça, et après ça devient un peu l'obsession, il faut que je serre mon périnée, mais en fait c'est mauvais. C'est mauvais. Il faut pas serrer le périnée en permanence, Ouais. il faut surtout pas faire du stop pipi, il faut vraiment se dire que quand on a une dysfonction du périnée, il faut surtout le remettre dans la fonction, travailler sa contraction et travailler son relâchement autant qu'on travaille sa contraction, quitte à faire des étirements spécifiques du périnée et de l'automassage pour des femmes qui ont des périnées qui sont trop toniques. Et comment on sait si on a un périnée trop tonique? Le plus important, c'est de le faire évaluer. Donc, on va consulter des kinés ou des sages-femmes qui sont spécialisées en périnée et en abdominaux. Parce que rééduquer un périnée sans rééduquer des abdominaux, ça n'a aucun sens. Ils fonctionnent ensemble. Et il y a plein de femmes qui rééduquent que le périnée. Après, elles comprennent pas parce que, en fait, au bout de quelques mois, quelques années, ça redysfonctionne. Donc, c'est vraiment tout faire travailler en synergie. Et si on a des douleurs pendant les rapports sexuels, des lombalgies chroniques, qu'on sent des difficultés de contraction du périnée et de relâchement, là, il faut vraiment s'en occuper parce que sur le long terme, et c'est important de le rappeler, un périnée qui est dysfonctionnel, c'est des risques de prolapsus et de descente d'organes. Ouais. Même chez des femmes jeunes, moi j'accompagne des femmes qui ont 35 ans et qui ont des descentes d'organes parce que mauvaise gestion des pressions abdominales, périnée trop tonique. Ouais. Et en fait, ça fonctionne pas. Bon, et en tout cas, c'est bien de effectivement mettre l'accent sur le rôle des sages-femmes qui sont d'un grand secours pour nous suivre dans tout notre parcours. Tu donnes un autre conseil également, alors à la fois sur tes réseaux et aussi dans ton livre, c'est de boire beaucoup d'eau, évidemment. C'est quoi, 2 litres par jour? Au moins 1,5 litre d'eau plate, sans saveur. Donc, je ne compte pas le thé, le café, les jus, les soupes, les gazpachos. Enfin, voilà. C'est vraiment d'essayer d'avoir au moins 1,5 litre d'eau plate par jour, sans saveur, sans jus de citron, sans rien dedans, parce que c'est ce qui hydrate le mieux. Et ensuite, en plus de ça, on peut avoir d'autres apports hydriques. Mais attention aux diurétiques. Donc thé, café, qui vont déshydrater de l'intérieur. Donc on a l'impression, parce qu'on boit du liquide, de s'hydrater, sauf qu'en fait, les substances qu'elles contiennent déshydratent de l'intérieur. Et moi, il y a des femmes qui font énormément de rétention d'eau parce qu'elles boivent 2 litres de thé par jour. Ah ouais? Oui. Et en fait, le thé et le café n'hydratent pas. Ça compte? Oui, parce qu'il y a des diurétiques dedans. Bon. Donc c'est vraiment 1,5 litre d'eau. Moi, je bois 3 litres d'eau par jour, donc faut pas avoir peur de boire de l'eau. Ouais. On peut aller jusqu'à 3 litres, mais c'est au moins 1,5 litre d'eau par jour. Surtout quand on a un périnée dysfonctionnel ou quand on a un métabolisme qui est ralenti, parce que l'eau permet de relancer le métabolisme. Beaucoup de femmes qui boivent pas suffisamment, qui ont des urines qui sont concentrées, qui vont avoir des urgences urinaires et qui vont avoir du coup des fuites urinaires et des brûlures parce qu'elles ne boivent pas assez. Donc il faut absolument boire de l'eau. Ça fait partie de la base pour notre métabolisme, pour prendre soin de notre vessie, pour prendre soin de nos muscles et aussi pour éviter la rétention d'eau. Aussi à savoir que le cerveau a du mal à faire la différence entre la faim et la soif. Donc j'ai beaucoup de femmes qui, en fin de journée, ont des grosses fringales parce qu'elles n'ont pas bu d'eau de la journée. Et en réhydratant correctement, en fait, ça calme aussi les fringales. D'accord, disons qu'on a fait le plein de super bons conseils là. Merci beaucoup Alexia. On retrouve tous ces conseils évidemment dans ton livre « Je me mets à la musculation ». Merci beaucoup d'être venue dans Chaud Dedans. Merci aux équipes de Binge Audio et Urbania, Charlotte Bex, Juliette Livartowski et Paul Berthiaud en particulier. Quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, prenez soin de vous.